C'est bien la première fois que le président burkinabé rend officiellement visite à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une visite qui entre dans le cadre de la tenue ce jeudi du sommet du traité d'amitié et de coopération TAC. Au cœur de ce sommet qui réunit traditionnellement chaque année les présidents mais aussi les gouvernements des deux voisins d'Afrique de l'Ouest, la lutte contre le terrorisme. Suite aux attentats qui ont été perpétrés dans nos deux pays, nous sommes convaincus de la nécessité de mutualiser et nos renseignements et nos moyens de combat contre le terrorisme. Et je crois qu'il y a du bon travail qui est déjà engagé dans ce sens entre nos différents ministres de l'Intérieur et de la sous-région que nous devons continuer à appuyer et à encourager. Si la visite est axée sur la lutte antiterroriste, elle marque aussi la fin officielle de la brouille entre les deux pays, pourtant unis par de solides liens historiques. L'an passé, ce sommet entre les deux voisins n'avait pas eu lieu à cause, entre autres, du mandat d'arrêt lancé par la justice burkinabé contre Blaise Compaoré, ancien président chassé du pouvoir par la rue et qui vit en exil en Côte d'Ivoire, dont il avait obtenu la naturalisation en février dernier. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'effectuer cette visite à Yamoussoukro dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Les liens entre les deux pays sont bien connus, c'est des liens étroits, des liens de tout genre, des peuples, la géographie, les cultures. Et c'est un moment important pour la Côte d'Ivoire comme pour le Burkina. Lors de ce sommet, une dizaine d'accords doivent être signés entre les deux pays. Outre les questions sécuritaires, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et de la ligne de chemin de fer entre les deux terroirs, ainsi que la fourniture d'électricité au Burkina par la Côte d'Ivoire seront parmi les principaux sujets abordés. En 3 mois, 113 écoles secondaires publiques kenyanes ont été partiellement détruites par des incendies volontaires, une situation qui inquiète les parents d'élèves. La destruction des infrastructures écolières, principalement des dortoirs qu'on a vus dans certaines écoles, est susceptible de saper les acquis que le pays continue à faire en vue d'améliorer les cas, l'équité et la qualité de l'éducation pour les enfants du Kenya. Nous voulons aussi rappeler à nos élèves que s'ils veulent faire valoir leurs droits, ils doivent faire preuve de responsabilité. Pour les autorités, la fronde contre les méthodes jugées autoritaires du ministre de l'Éducation n'est qu'un prétexte. Le gouvernement kenyan pointe du doigt les membres d'un cartel associé au juteux trafic de sujets d'examen. De plus en plus de voix s'associent à celles du gouvernement pour appeler à la sérénité. Les écoles fonctionnent normalement dans 99% des 9300 écoles secondaires du pays, mais les cas de troubles qui ont été repérés dans un nombre minimal d'écoles sont une cause de préoccupation pour toutes les parties du secteur de l'éducation et tous les efforts doivent être faits par parents, enseignants, membres du clergé, responsables de la sécurité et des officiers et même des étudiants pour mettre fin à l'indiscipline. Les réunions se sont multipliées ces derniers jours à Nairobi, le ministre de l'Éducation Fred Matiang'i recevant les représentants des enseignants, des leaders religieux, les responsables des enquêtes. Mais le retour au calme est encore loin. Dans plusieurs établissements du pays, les élèves en dernière année refusent toujours de prendre part aux examens blancs préparatoires à ceux de fin d'année en octobre. François Hollande a défendu jeudi les décisions de l'exécutif pour adapter le dispositif antiterroriste français à la période estivale, soulignant prendre ainsi toutes les dispositions pour assurer autant que possible la protection des Français et des touristes. L'opération Sentinelle, qui est celle qui mobilise des militaires pour non pas simplement assurer une vigilance, mais garantir une protection. L'opération militaire Sentinelle, qui mobilise 10 000 hommes, en plus des policiers et des gendarmes, se déploie sur tout le territoire, non pas seulement pour assurer une vigilance, mais garantir une protection, a assuré le président français. Je veux que cette opération Sentinelle se déploie sur tout le territoire. Pas simplement à Paris, dans les grandes villes, là où ces moyens sont attendus, sont nécessaires, mais également dans les lieux
touristique. À la suite de la tuerie au camion lors du feu d'artifice du 14 juillet à Nice, l'exécutif a décidé de relever le niveau de présence des forces de l'ordre sur tous les lieux qui vont connaître une fréquentation exceptionnelle pendant l'été, gares, aéroports, grands rassemblements, lieux de loisirs, etc., a rappelé François Hollande. Il a cité les instructions données aux maires de s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont bien réunies en liaison avec les préfets et les autorités représentant l'État, faute de quoi les autorités pourront décider d'annuler les manifestations. Cet hélicoptère de l'armée syrienne est dans le ciel d'Alep, non pas pour déverser des barils de TNT, mais pour passer un message. Un message aux combattants de la rébellion que le régime affronte depuis plusieurs années. Le régime du président Bachar el-Assad appelle les rebelles à rendre les armes, avec à la clé une amnistie pour ceux qui répondront dans les 3 mois. Un changement de cap pour le régime syrien qui jusque-là conduit une guerre sans merci contre les rebelles, avec des méthodes maintes fois dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Un changement qui surprend, d'autant que les secteurs rebelles d'Alep sont encerclés depuis de longs mois et que les forces du régime sont assurées avec le temps de reprendre la ville. Certains observateurs soupçonnent des douces pressions de Moscou, allié fidèle du régime syrien. D'autant que l'offre du président syrien intervient au moment même où la Russie lance une opération humanitaire dite de grande envergure à Alep, deuxième ville du pays, avec une création de couloirs humanitaires pour les civils et les combattants prêts à rendre les armes. Le jour même de la publication du décret présidentiel, 24 civils ont été assassinés dans l'attaque d'un village selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, signe que la paix est encore loin en Syrie.